merci au forum de m'accueillir et puis merci Elisabeth pour tous ces échanges depuis ces quelques mois. On essaie de mettre en place donc, cette conférence. Bon, visiblement, on s'adapte assez bien étant donné les circonstances. Donc oui, je vais vous parler ce soir de mon travail en fait, de master que j'ai fait à Montréal, au Canada, de 2016 à 2018. J'ai fait un master de recherche en sciences des religions, donc c'est une discipline qu'on connaît pas très bien en France. On l'appelle plutôt sociologie des religions. Il faut savoir que les sciences des religions, c'est un domaine assez courant dans les études anglo-saxonnes, qu'on appelle religious studies, donc les études du fait religieux. Et le propre des sciences des religions, c'est que ça, voilà, la base commune, c'est l'étude du fait religieux, mais à partir de disciplines assez multiples et variées, donc qui sont issues des sciences humaines et sociales. Donc ça peut être l'histoire des religions, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie. Moi, j'ai un ancrage socio-anthropologique, mais ces sciences des religions, ça permet en fait d'explorer des auteurs, des chercheurs et des textes assez différents les uns des autres et d'avoir une pensée assez globale. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, de ne pas être cantonnée à une seule discipline avec certains auteurs. J'ai trouvé cette approche assez libre et libératrice. Dans la recherche, je trouve que c'est une chance. Et ça m'a menée en fait à ce sujet où je suis tombée un peu par hasard sur le livre de Ariane Vitalis qui a été aussi publié chez Yves Michel et qui parlait des créatifs culturels. Donc je vais vous en parler aussi ce soir et qui en fait sont des personnes qui s'intéressent à un développement intérieur, introspectif et qui ont un regard assez critique sur la société et qui ont une vraie volonté en fait de s'engager pour un autre système respectueux de l'humain et du vivant dans la nature. Et le propre de ces créatifs culturels, c'était de s'intéresser à la spiritualité et au développement personnel. Et c'était annoncé un peu comme ça, sans vraiment de preuves sur comment la spiritualité induisait un comportement éthique et éco-responsable. Donc ça, c'était mon premier ancrage, première porte d'entrée dans ce champ d'études. Le deuxième, c'est que dans la littérature scientifique en sociologie des religions, quand on s'intéresse justement à la spiritualité contemporaine, on parle beaucoup en fait de spiritualité comme un bricolage de croyances, un peu pris à droite à gauche dans les différentes religions, les différentes traditions, et qui sont porteuses, en fait, il y a un espèce de jugement de valeur qui sont portés par des individus narcissiques, consommateurs de croyances, voilà. Et c'était un aspect un peu péjoratif que moi je ne rencontrais pas forcément chez les personnes spirituelles que je connaissais. Et j'ai voulu apporter peut-être une autre vision de ce qu'est la spiritualité aujourd'hui, en m'intéressant voilà, à ces créatifs culturels qui ont un vrai cheminement intérieur et qui essayent de leur mieux d'apporter une petite touche à l'édifice pour construire voilà, une société plus viable. Donc ça, c'est pour la petite mise en perspective par rapport à mon sujet d'étude. J'ai fait donc un master de recherche pendant 2 ans. J'ai fait une étude de terrain avec des personnes créatives culturelles. J'ai fait ce qu'on appelle une étude qualitative. Donc, c'est une étude qui se base sur des entretiens avec des personnes. Et je n'ai pas fait de statistiques, donc je n'ai pas fait d'études quantitatives. Donc, c'est une étude qui se base sur un nombre assez restreint d'individus, mais qui a l'avantage d'aller en profondeur dans les entretiens. Donc d'avoir vraiment une richesse analytique sur laquelle je repose ces données en fait. Alors pour vous parler, avant de vous parler vraiment de la spiritualité en tant que telle, j'aime bien d'abord commencer par définir ce qu'est la modernité. La modernité, c'est un mot dont on entend souvent parler, mais voilà, pour définir un peu ce qu'est l'actuel. La modernité, dans la littérature scientifique, en sciences humaines et sociales, c'est vraiment une notion fondamentale puisque les sciences humaines et sociales qui sont nées au XIXe siècle ont eu pour but et pour volonté d'étudier la modernité qui est en train vraiment d'éclore à ce moment-là.
Donc j'aime bien passer d'abord par cette notion et ensuite ça permet d'avoir vraiment un contexte assez global pour comprendre en fait comment est née la spiritualité et ce qu'elle veut dire aujourd'hui. Donc la modernité, ça renvoie à deux notions, à deux réalités différentes. On a d'abord la modernité comme un moment historique qui est apparu à peu près au XVe siècle avec la découverte de l'Amérique, le premier tour du monde, l'essor de l'humanisme, etc. Et qui va jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle avec notre société de consommation. Donc c'est d'abord un moment historique qui voit apparaître un autre modèle d'organisation autre que la société féodale, avec notamment l'essor d'une nouvelle classe, la bourgeoisie, puis plus tard la classe moyenne. Voilà, donc ça c'est d'un côté la réalité historique. De l'autre côté, la modernité c'est aussi une modernité qui est subjective et idéologique et qui vise à rompre avec le système, le monde traditionnel qui était autrefois organisé autour de la religion. Alors, je fais juste une petite parenthèse. C'est possible que pendant la conférence, je donne des termes un peu barbares qui viennent de la sémantique universitaire, mais je tiens à les nommer et à les expliquer, j'espère, le plus simplement possible, parce que c'est bien quand même d'avoir des termes clés qui visent à définir des choses très spécifiques. Mais voilà, si c'est trop pointu, etc., n'hésitez pas aussi à me poser des questions. J'essaye vraiment de vulgariser le plus possible pour que ce soit le plus clair. Donc, dans ce passage d'un système féodal, traditionnel, organisé autour de la religion, à ce système moderne, il y a eu un processus qui a permis ce passage-là, c'est le processus de sécularisation, qui est compris généralement comme la perte d'influence des institutions religieuses sur la société, sur l'ensemble de la société, que ce soit au niveau du pouvoir politique qu'au niveau simplement de la vie des personnes de tous les jours, et qui a permis donc de réaliser cette rupture entre ces deux systèmes en proposant des nouveaux idéaux qui sont tournés autour de trois notions. Donc on a d'abord la notion de progrès, qui est véritablement le moteur idéologique de la modernité, et qui est rendu possible grâce à l'avènement de la raison comme système de sens. Donc la raison, qui est en fait le moteur de la science et de la technique, est venue remplacer la religion, la croyance, la foi qui organisait autrefois, dans un système pyramidal, les sociétés plus traditionnelles. Le deuxième terme clé, c'est la rationalité. C'est-à-dire que grâce au progrès rendu de la société en général, rendu possible par l'avènement de la science et de la technique, qui va permettre d'avoir une meilleure compréhension des lois de la nature, de progresser en termes voilà, techniques, meilleur confort de vie, la médecine, toutes ces choses-là. La rationalité, c'est vraiment la promesse de l'avènement d'un monde nouveau dans lequel l'homme a désormais le pouvoir de créer l'histoire, donc ses propres actions et son propre bonheur. Donc autrefois, le salut dans la religion, dans le modèle plus religieux, était conçu dans un au-delà, où on préparait cette vie-là pour un au-delà. Dans le système moderne, le salut, donc le bonheur, est à trouver dans ce monde-ci. Et l'explication du monde par la science et la technique va permettre à l'homme, et non plus la croyance en une certaine divinité, en un modèle régi par l'explication religieuse et principalement chrétienne, puisqu'on est dans le monde occidental, désormais, voilà, cette science va permettre d'expliquer via l'homme les lois qui régissent notre monde. Le troisième terme, c'est l'autonomie du sujet. Puisque l'individu est doté d'une certaine rationalité et donc a le pouvoir d'agir sur sa propre histoire et sur l'histoire de la société en tant que telle, eh bien à ce moment-là, il va devenir autonome. Il va s'affirmer comme législateur de sa propre vie, du monde qui l'entoure. Donc ça, c'est trois notions clés qui définissent vraiment la modernité comme modèle, comme paradigme, qui va ensuite s'instaurer
et devenir le modèle dominant de notre société actuelle. Donc, je vous ai parlé du processus de sécularisation. Donc, ce processus de sécularisation, il se joue à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il permet à la fois de concevoir l'individu comme autonome, rationnel, et c'est aussi, c'est-à-dire que c'est une nouvelle ontologie, c'est une nouvelle façon de concevoir l'individu, qui n'est plus forcément régie uniquement que par les faits religieux. Et c'est aussi une différenciation des institutions. Donc, c'est-à-dire que le processus de sécularisation a permis de différencier, de rendre autonome chaque sphère de la société. C'est-à-dire qu'avant, le pouvoir était régi principalement par un ordre divin. Et de là découlaient plusieurs strates qui permettaient de faire fonctionner la société. Avec la modernité et le processus de sécularisation, chaque sphère s'est autonomisée. On a eu la sphère politique, la sphère économique, la sphère, par exemple, religieuse, qui est devenue beaucoup plus, qui s'est insérée davantage dans l'ordre du privé. Voilà, donc on a vraiment une différenciation, ce qu'on appelle une distinction entre les différentes institutions qui permettent de faire fonctionner cette société. Donc c'est un autre modèle d'organisation. Cet avènement de la croyance dans le progrès et du primat en fait de la science et de la technique, ça induit ce qu'on appelle le désenchantement du monde, qui a été théorisé par Max Weber, un sociologue du 19e siècle. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la notion de réenchantement du monde. Ça vient directement en fait répondre à cette question du désenchantement que Max Weber en fait définissait comme le fait qu'avant, par exemple, je vais résumer assez brièvement, mais grossièrement, mais c'est-à-dire qu'avant, on voyait le sacré dans la nature, c'est-à-dire qu'on comprenait la nature comme dotée d'un certain d'esprit, d'une certaine vie autonome par elle-même, avec l'avènement de la science comme explication principale et rationnelle du monde, on a enlevé les esprits de la forêt, si vous voulez. Et ça a induit donc ce désenchantement du monde, où finalement le sacré s'est un peu dissous. On verra notamment que la spiritualité aujourd'hui, par le biais des créatifs culturels notamment, pas que, mais essentiellement, viennent apporter une réponse à ce désenchantement et essayent de réenchanter et de réparer justement ce sacré. Est-ce que tout va bien jusqu'à présent? Ça peut être un peu... Ouais, ça va? Ok. Super. Donc pour la modernité, d'un point de vue historique, je vais revenir juste sur quelques phases parce que voilà, la modernité, c'est un long processus. Si on voit que ça a commencé au XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, finalement, on n'est pas encore sorti. Il y a plusieurs phases assez distinctes et ça permet peut-être de visualiser un petit peu plus voilà, le processus historique de la modernité. Donc, on a 4-5 phases à peu près qui la distinguent. Donc, la première, c'est passé entre le 15e et le 16e siècle. Donc, comme je disais, c'est par la découverte de l'Amérique en 1492. On a eu le premier tour du monde, l'humanisme, la réforme protestante, les débuts aussi du capitalisme et des sciences. Donc, ça, c'est une première phase. Ensuite, entre la moitié du XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on a eu le siècle des Lumières, la primauté de la raison individuelle, la naissance, en tout cas l'affirmation de la possibilité d'un athéisme, de toutes les formes de déisme, théisme et compagnie. Donc vraiment, on commence à avoir une pluralisation des croyances. La notion du progrès qui s'est installée durablement, l'autonomisation de l'individu et évidemment les révolutions françaises et américaines. La troisième phase, on va dire que c'est l'apogée de la modernité, c'est entre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, ce qu'on a appelé la société industrielle, caractérisée par la révolution industrielle et scientifique, par le capitalisme, toutes les grandes idéologies. Alors, on a eu l'impérialisme avec le mouvement des colonisations, les nationalismes,
le marxisme, etc. Et ensuite, évidemment, les deux guerres mondiales et le triomphe de la démocratie à l'Ouest. Le quatrième moment de la modernité, c'est ce qu'on a appelé la société post-industrielle, qui est arrivée au tournant des années 60-70. Donc là, c'est la société telle qu'on la connaît actuellement, avec notamment voilà, la société de consommation, le néolibéralisme, etc. Alors là, ce qui est un peu débattu dans les sciences humaines et sociales, c'est qu'à partir des années 60-70, on observe vraiment un tournant dans la réflexion. Et certains, au lendemain un petit peu de la Seconde Guerre mondiale, voilà, de la prise de conscience que l'humain peut faire le meilleur, mais comme le pire, avec la guerre froide, la guerre nucléaire, avec les bombes, avec aussi les camps de concentration. Voilà, il y a eu une grosse remise en question de ce qu'on pouvait faire en tant qu'espèce de l'humanité. Et certains chercheurs, certains penseurs ont parlé voilà, d'un tournant, presque d'un arrêt de la modernité pour passer à une deuxième modernité qui serait en train de se remettre en question et éventuellement cela amènerait à une sortie de la modernité, ce que des chercheurs ont appelé la post-modernité. Alors ça, c'est très débattu et c'est pas du tout un consensus dans les sciences sociales et humaines. Et du coup, voilà, est-ce qu'il y a 4 ou 5 phases de la modernité où carrément on est passé à autre chose? On tendrait plutôt à dire qu'on est toujours dans un système moderne, dans un modèle, un paradigme moderne, mais qui effectivement se remet en question. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, pour déterminer un peu ce passage éventuellement à une deuxième modernité ou à une postmodernité, tout ce que vous voulez, dans les années 60, il y a eu vraiment une remise en question globale, majeure, de tous les dictats qui faisaient cette modernité. Donc, comme je disais, la notion de progrès, la notion d'autorité aussi. Et ça a été très marqué par ce qu'on a appelé le tournant subjectif. C'est-à-dire que l'individu est passé de rôles et de modèles qu'on lui avait assignés, d'une certaine reproduction sociale, à une vie beaucoup plus basée sur la subjectivité. C'est-à-dire que l'individu, à partir des années 60, et cette remise en question de tous les postulats de la modernité et de l'autorité, peut choisir à ce moment-là de devenir qui il veut, de faire ce qu'il veut. Et donc, on observe un glissement, en fait, vers l'autorité qui est contestée notamment par l'expérience individuelle, qui à ce moment-là prend la place un petit peu de ce qui était dicté auparavant. On observe aussi à partir des années 60 un passage, un glissement des valeurs matérialistes à des valeurs post-matérialistes. Donc ça, c'est un sociologue ou issu des sciences politiques. Non, je crois qu'il est issu des sciences politiques. Ronald Inglehart, un Américain, qui a étudié sur plusieurs pays pendant des années, des années et des années l'évolution des croyances, des valeurs, notamment chez les Américains, mais voilà, dans plusieurs pays aussi différents. Et il a observé qu'une fois en fait que les besoins de base avaient été satisfaits, donc une fois chez cette nouvelle génération qui est née dans les années 40 et qui avait voilà, 20 ans dans les années 60, donc les baby boomers, une fois que les besoins essentiels étaient satisfaits, alors on pouvait s'intéresser à un autre sens peut-être aussi de la vie. Donc on a commencé à s'intérioriser, à faire du développement personnel, à s'intéresser à d'autres causes qui tenaient à cœur, etc. Donc dans les années 60, on a vu émerger des nouveaux mouvements sociaux, des nouvelles revendications. Voilà, bah, sans doute, comme me disait Elisabeth hier, comme elle avait 20 ans en 1968, peut-être certains d'entre vous ont connu forcément ça. Donc des revendications sur les droits des minorités, le droit des femmes, voilà, plus de liberté, moins d'assignation, ce que je disais, à des rôles préconçus de reproduction sociale, et notamment, ce qui va nous intéresser aussi ici, une prise de conscience écologique.
Il y a plusieurs dates clés entre les années 60 et 70 pour la prise de conscience écologique. Je crois que la première, la plus importante peut-être, en tout cas dans le monde voilà, peut-être intellectuel, ça a été la publication de Printemps silencieux de Rachel Carson en 1962. Et ce livre est connu pour avoir vraiment contribué à lancer le mouvement écologiste dans le monde occidental. Et il traitait des effets négatifs des pesticides sur l'environnement. Donc elle était scientifique et elle a mis en fait en lumière tout le, comment dire, la façon dont fonctionnait le monde, l'industrie chimique et qui pratiquait la désinformation avec l'autorisation implicite des autorités publiques qui du coup ne prenaient pas du tout en compte les conséquences que pouvait avoir cette industrialisation de masse et donc des pesticides sur l'environnement et sur la santé des gens. Donc ça a été un peu une bombe dans les années 60 par rapport à cette prise de conscience écologique. Et les années 70 n'ont fait qu'accentuer, qu'accélérer cette prise de conscience. On a eu par exemple, je ne vais pas tous les citer, mais le rapport Meadows en 1972, publié par le Club de Rome, qui s'appelle Les limites à la croissance, et qui est une des références, pareil, dans le milieu écologiste, et qui porte sur les liens entre les conséquences écologiques de la croissance économique, la limitation des ressources et l'évolution démographique. Il y a aussi la conférence de Stockholm, la même année, en 1972, par les Nations Unies, qui parlait aussi, qui mettait sur le rang international les préoccupations écologiques. Donc on a plusieurs dates clés comme ça qui ont permis de vraiment prendre conscience qu'il y avait des enjeux majeurs autour de cette question environnementale et qu'on devait les prendre en considération. Il y a eu aussi pendant les années 70 plusieurs chocs pétroliers, des marées noires. Il y a tous les mouvements de retour à la Terre, dont l'éco-spiritualité provient évidemment. Et par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais le 22 avril est célébré le Jour de la Terre. Il a été célébré la première fois en 1970. Donc on observe vraiment, à partir des années 60-70, cette prise de conscience et cette remise en question de la notion de progrès, puisque c'est la science finalement qui menait à ce genre de destruction et de mise en danger de l'environnement et de la santé des personnes. Donc cette remise en question assez globale sur tous les fronts a mené donc à s'interroger sur le fait que on n'est pas encore vraiment sorti de la modernité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans la deuxième moitié du XXe siècle. On serait plutôt dans une modernité réflexive. Donc réflexive parce qu'il y a cette remise en question et on essaye de comprendre ce qui a mené à ce genre de conséquences dévastatrices, quand on parle voilà, des marées noires, des chocs pétroliers. Plus tard, dans les années 80, on a Tchernobyl. Ça permet vraiment de se remettre en question en tant qu'humanité, en tant qu'homme, qu'être humain, de ce qu'on est capable de faire de nos actions et de leur impact. Donc la modernité, voilà, on serait plutôt dans cette phase, une cinquième phase de la modernité que voilà, certains auteurs ont appelé modernité réflexive, seconde modernité. Il y a plusieurs termes comme ça. Moi, j'aime bien réflexive. Je trouve que c'est assez parlant. Et on a toutes... et ça commence vraiment à partir des années 80 et 80-90 avec, comme je disais, Tchernobyl. Là, on a eu des écrits, par exemple... je ne m'attarderai pas trop dessus, mais le principe responsabilité de Hans Jonas en 1979, ou la société du risque de Ulrich Beck, qui parlait voilà, de cette prise de conscience des impacts en fait, des humains sur l'environnement et qu'on n'est pas capable en fait, de mesurer les conséquences si jamais... on n'est pas capable de mesurer le risque en fait, de nos actions. On est aussi entré à partir de... En tout cas, cette prise de conscience, j'insiste vraiment sur le terme de prise de conscience parce que je pense qu'il y a eu un choc à ce moment-là dans les mentalités, qu'on est rentré dans une nouvelle histoire de la Terre et de la géologie qui s'appelle l'Anthropocène. Ça, c'est un terme qui est un peu à la mode aussi en ce moment. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
qui a été théorisée comme telle en 1995 par Paul-Joseph Crutzen, qui est prix Nobel de chimie, et qui dit qu'en fait, depuis la révolution industrielle au XIXe siècle, on est entré dans une nouvelle ère géologique qui se succède à celle de l'Holocène, une ère interglaciaire qui a favorisé l'expansion des sociétés humaines et qui a duré plus de 10 000 ans. Et donc à partir de la révolution industrielle au milieu du 19e siècle, on va dire 1850, jusqu'à aujourd'hui, c'est une nouvelle ère dans laquelle l'homme est devenu l'acteur central. Et on mesure vraiment que l'homme, par ses actions et par cette accélération de son empreinte, a engendré une crise, ou en tout cas accéléré une crise écologique majeure, qui menace non seulement son habitat, mais lui-même, sa propre espèce. Donc ça définit l'homme comme acteur central, mais ça fait aussi de la Terre un nouvel acteur dans l'histoire humaine. Et ça, c'est assez intéressant, puisqu'il y a vraiment une focalisation et une mise en lumière de notre environnement à ce moment-là et du fait que celui-ci est fragile et qu'éventuellement on va devoir à un moment donné changer nos propres actions. Donc réfléchir et se remettre en question pour essayer de faire autrement et assurer notre pérennité au final. Donc à partir des années 80, il y a à la fois cette modernité réflexive qui essaye éventuellement ou pas, selon les personnes qui s'inscrivent dans ce courant-là, de chercher un autre modèle alternatif, plus viable. Mais on a aussi très bien, c'est pas tout rose, c'est pas tout blanc, tout noir, on a aussi un courant qui s'appelle l'hypermodernité, qui représente tous les excès de la modernité mis en place jusqu'à présent. Et on se trouve alors, et on y est aussi, dans cette société de surconsommation, dans cet individualisme qui est un peu forcené, le néolibéralisme, et on est à la fois dans un espèce de tournant un peu bizarre en ce moment, peut-être aussi accentué en ce moment avec la crise sanitaire, mais dans un espèce de flou, on sent que certaines choses sont en train de se terminer, d'autres pas tout à fait encore, et on est en une espèce de melting pot de plusieurs idées, de plusieurs volontés de changement ou non, et voilà, on ne sait pas encore trop vers quoi on va. Donc, est-ce qu'on quitte en ce moment vraiment la modernité ou pas c'est encore en débat, en tout cas chez les scientifiques. Ce que j'ai bien aimé essayer de comprendre, c'est que ces créatifs culturels, dont je vais vous parler dans quelques secondes, c'est un courant porteur éventuellement d'innovation pour essayer de modifier en fait les comportements et les consciences et d'aller plus vers cette réflexivité, plus vers ce tournant réflexif pour essayer de quitter ou en tout cas d'amoindrir les effets néfastes de la société de surconsommation et néolibérale qui nous mène un petit peu droit à notre perte. Donc les créatifs culturels, le terme a été proposé par deux chercheurs américains, donc un sociologue et une psychologue sociale, qui sont un couple dans la vie, Ray et Anderson, et qui ont étudié pendant 13-14 ans dans les années 90 l'évolution aussi des valeurs, des mentalités, des croyances au sein de la population américaine. Et ça a été vraiment une étude assez longue, longitudinale, qui a permis de mettre en lumière en fait plusieurs groupes statistiques, donc des tendances statistiques au sein de la société américaine. Et ça permettait de faire écho aussi aux études d'Inglehart sur les valeurs post-matérialistes dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc ils ont découvert qu'il y avait trois grands groupes. C'est un petit peu résumé brièvement, mais ça permet de voir les tendances socioculturelles aux États-Unis à ce moment-là. L'étude a été publiée en 2000. Il y a eu d'abord le groupe des modernistes, donc des individus qui se rattachent davantage à des valeurs de progrès, autour de la question de la finance, de toutes ces caractéristiques qui forment la modernité. Le groupe des traditionalistes, qui sont davantage conservateurs et qui souhaitent éventuellement revenir à une Amérique rurale, blanche, religieuse aussi.
qui n'a pas forcément existé, mais voilà, davantage de conservateurs, et le groupe des créatifs culturels, qui, eux, se distinguent par plusieurs pôles de valeurs, donc un intérêt pour l'écologie, une ouverture au féminin, que ce soit au féminisme politique, mais aussi à ce qu'on peut appeler les valeurs du féminin, donc qui prônent davantage de coopération, de bienveillance, de douceur, euh, voilà, d'entraide dans la société, au détriment, enfin, à l'inverse plutôt d'un système compétitif qui malmène un petit peu les humains et la planète. Et il faut noter d'ailleurs que dans ce groupe des créatifs culturels, 60% sont des femmes. Donc ça peut expliquer aussi cet intérêt pour toutes ces questions autour du féminin. Le troisième pôle de valeur, c'est un développement psychospirituel. Donc ils vont davantage favoriser une introspection de soi et se diriger soit vers des thérapies, soit aussi vers des courants spirituels. Le quatrième pôle, c'est une implication sociétale. Ils cherchent à s'impliquer dans la société, à agir concrètement, à mettre en place leurs idéaux et valeurs. Et il y a aussi une notion d'ouverture au multiculturel, à l'altérité. Voilà. Il faut noter aussi que l'étude a été intéressante pour un groupe de chercheurs français qui, en 2007, a publié une autre étude pour évaluer le nombre, la proportion de créatifs culturels en France. Donc là, je vais vous donner quelques chiffres entre l'étude américaine et l'étude française. Donc chez les Américains, il y a eu d'abord une première étude en 2000 et une actualisation de ces statistiques en 2008. Donc, par exemple, pour le groupe des modernistes, en 2000, ils étaient à peu près 47%. Et en 2008, donc 8 ans plus tard, ils ont diminué à 40% environ. Les traditionalistes étaient autour de 23-24% en 2000. En 2008, ils étaient à environ 15%. Et les créatifs culturels étaient 26% en 2000. Ils étaient 35% ensuite en 2008. Donc on voit que les modernistes et les traditionalistes diminuent alors que le groupe des créatifs culturels augmente. Donc ça peut s'expliquer par déjà l'évolution naturelle des valeurs selon les questions de société actuelles. Donc c'est vrai que les préoccupations écologiques, ça peut amener une certaine conversion des valeurs et des croyances au sein, par exemple, autant des modernistes que des traditionalistes. Je pense plus au niveau des modernistes parce qu'ils ont quand même ces valeurs libérales, cet intérêt peut-être pour des thérapies, ce genre de choses, donc peut-être plus prônés à avoir une réflexion sur leur impact, sur leur consommation notamment, etc. Alors que les traditionalistes, si le groupe diminue entre les 2 années, c'est sans doute parce qu'il n'y a pas de renouvellement des générations et donc parce qu'on sait que les jeunes générations vont avoir des tendances, des croyances, des valeurs plus progressistes que leurs aînés et du coup il y a peut-être moins de renouvellement au sein de ce groupe par les générations. Alors que les créatifs culturels, donc, on voit leur nombre augmenter. Donc éventuellement aussi par les nouvelles générations qui arrivent et qui ont pu remplir ces études-là, donc être réactualisées. En France, donc l'étude a été publiée en 2007, on constatait en tout 38% de créatifs culturels, en tout cas un cœur de 17% qui s'intéresse vraiment à cette spiritualité, ce développement personnel, et 38% d'une dynamique alternative, en tout cas vraiment focalisée sur l'action écologiste. Donc sur les caractéristiques vraiment des créatifs culturels que j'ai pu interroger, on retrouve d'abord des valeurs humanistes, d'altruisme, comme je disais, et la valeur qui ressortait le plus quand je leur ai posé la question, c'était le respect de soi, des autres et de la nature. Les trois allaient toujours ensemble. Ils ont une vision de la société qui est très critique. Ils se mettent souvent en marge de cette société. Il y a un fort discours anti-hégémonique, donc c'est-à-dire une vive critique du néolibéralisme, et un déclin
de l'adhésion au récit moderne. C'est-à-dire qu'il ne croit plus que la science et la technique vont sauver l'humanité et la planète. Ça, il n'y croit plus du tout. Il critique fortement le rôle dominant de l'argent dans la société, au détriment donc des valeurs humaines comme, voilà, je disais, le respect, l'altruisme, le bien-être, le bonheur. Ils ont une implication qui se joue essentiellement sur la consommation. Donc, on a parlé de consommation. Donc, ils vont, voilà, ça se voit surtout au niveau de l'alimentation. Ils vont manger plus bio, local, moins de viande, de qualité. Ils vont privilégier la qualité. Ils vont avoir tendance à recycler, à composter, donc réduire leurs déchets. Et il y a vraiment une prise de conscience aussi, une valorisation en fait du corps qui devient non plus un corps objet, mais un corps sujet. En fait, je suis le corps que j'ai. Donc, on va notamment ingérer, voilà, des choses bonnes à la fois pour l'environnement, mais aussi pour soi. Donc, le corps devient un, un miroir en fait aussi de ce qui se passe dans l'environnement. Ils ont aussi une implication par leur profession qui souhaitent avoir un impact positif. Ils se jouent aussi, certains d'entre eux, comme des... Voilà, ils ont une vocation à être, pour résumer, un peu le meilleur créatif culturel possible et d'être un peu un rôle modèle pour d'autres, pour être inspirant et pour encourager d'autres personnes à adopter des modes de vie qui sont plus respectueux de l'environnement. Alors, je n'ai pas mentionné, mais c'est vrai que dans mon panel de participants, donc j'avais des francophones, mais j'avais donc, chez ces francophones, j'avais des Québécois, j'avais des Français et j'avais une Belge. Donc, dans la culture nord-américaine, le bénévolat est très encouragé dès l'école. Et c'est vrai qu'il y avait, voilà, dans l'implication sociétale, il y avait beaucoup de bénévolat, mais surtout chez les participants québécois. Donc, il y a une volonté vraiment de s'engager pour les autres. Donc, j'ai lu le livre de Abdenour Bidar, je sais pas, je pense que certains doivent le connaître, qui s'appelle Les Tisserands et qui parle, voilà, des créatifs culturels et de ces personnes qui essayent de réparer ensemble le tissu déchiré du monde, le tissu social. Et il parle de trois types, de trois catégories de tisserands ou de créatifs culturels, avec un profil, et c'est vrai que je les avais retrouvés dans mon panel, un profil beaucoup plus qui va s'intéresser au lien à soi. Lui, il les appelle les tisserands du lien intérieur. Donc, c'est un profil un peu plus psycho qui va s'intéresser au développement personnel, à la relation corps-esprit, au psychosocial aussi, dans la relation d'aide, etc., à la spiritualité dans le sens de la grande conscience et le reflet de la petite conscience individuelle. Il y a un autre profil qui est le profil plus social, ce que lui a appelé le lien à l'autre, avec un profil voilà, tourné davantage vers, comme je disais, le bénévolat, l'éthique de vie bonne, l'humanisme, l'interculturel aussi, où on s'engage pour que l'autre soit bien, par exemple. Et un profil plus écolo, je l'ai nommé écolo, lui le nomme le lien au monde. Donc ça peut être, voilà, le lien plus à l'environnement, qui a un volet à la fois scientifique, politique aussi, où on va, par des modes de vie peut-être un peu plus radicaux aussi des fois, altermondialistes, où on va aller dans des éco-villages, ou alors à un moindre niveau, en tout cas, privilégier les circuits courts, la permaculture, et vraiment s'engager au niveau du mode de vie et de l'éthique. Donc, ce qui caractérise, pour résumer, les créatifs culturels, c'est l'alternativité. C'est-à-dire que les créatifs culturels prônent un discours et portent un discours qui devient véritablement alternatif par rapport au modèle néolibéral lorsqu'ils le remettent en question, ce système-là, et par la mise en action consécutive de nouveaux comportements. Donc, par l'adoption de modes de vie spécifiques qui résultent, voilà, de cette mise à distance critique de la société. Donc, à ce moment-là, leur mode de vie devient éthiquement engagé.
Il y a vraiment une volonté consciente de ne plus adhérer à ce système-là. Et ça va se refléter notamment dans l'arrêt de suivre les médias traditionnels, de ne plus s'intéresser, voilà, puisqu'ils diffusent en fait des messages anxiogènes basés uniquement sur le négatif. Donc j'avais beaucoup de participants qui ne regardaient plus la télé, qui écoutaient à peine la radio et qui s'intéressaient davantage à des médias à information positive. Beaucoup aussi qui se reconvertissent, notamment chez les jeunes. J'avais beaucoup de participants voilà, entre 20 et 35 ans, surtout dans la vingtaine, qui avaient fait des études classiques. Donc j'en ai notamment un en tête, un Français qui habitait à Montréal depuis 10 ans, mais qui avait fait des études à HEC Montréal, donc des études de finance, qui travaillait dans une grande banque canadienne et qui a été un petit peu rattrapé par sa conscience et qui a décidé de reprendre des études à presque 30 ans pour faire un master en développement durable. Et aujourd'hui, il travaille voilà, dans ce domaine-là, donc rien à voir avec la finance et la banque. Et j'en ai plusieurs, ou un autre qui avait fait des études d'ingénieur et qui a travaillé 1 ou 2 ans dans une boîte et qui en fait ne trouvait pas le sens de faire son travail et qui a décidé de lui aussi refaire des études et notamment de faire à la fois une thérapie et une formation en communication non violente. Et aujourd'hui, il est en train de monter son propre centre de communication non violente, par exemple, pour former les gens et pour les suivre en thérapie. Alors néanmoins, ces créatifs culturels, ils se caractérisent aussi par une voix quand même apaisée. Il y a un refus de tout extrémisme. Puisqu'il n'est par essence pas holistique, il n'est pas viable dans cette société, du coup qu'ils ne veulent plus compétitive et voilà, qui ne va pas forcément valoriser le bien-être. Donc c'est un discours qui est alternatif, qui est assez marginal aussi pour certains, mais qui se veut plus ou moins apaisé. Après, j'aime bien aussi, pour parler des créatifs culturels, les voir comme un spectre où sur ce spectre, on a à la fois des bobos qui vont voilà, manger bio, local et s'arrêter un petit peu là, voilà, réduire leurs déchets ou en tout cas faire leur tri sélectif et qui vont s'arrêter là. Et à l'autre bout du spectre, on a davantage des créatifs culturels plus radicaux qui vont peut-être aller dans des éco-villages ou en tout cas avoir un mode de vie et une pensée beaucoup plus radicale. Et eux, peut-être que leur discours sera un petit peu moins apaisé, et encore, ça, je crois pas trop. Donc, on a des individus assez différents, mais qui se rejoignent sur ces préoccupations, sur ces 4-5 pôles de valeurs que j'ai nommés plus tôt. Pour vous donner quelques exemples de mouvements créatifs culturels, donc en repensant à ce spectre, peut-être que vous en voyez des fois passer sur Internet ou dans la presse, etc. On a les mouvements qui se tissent autour de la sobriété heureuse, donc les followers, les adhérents du discours de Pierre Rabhi, par exemple, de la simplicité volontaire. Aussi, on a, dans un point de vue un peu plus radical, ceux qui prônent la décroissance, les low-tech, où on a besoin de changer notre système technologique ou de plus produire à gogo des smartphones tout le temps, tous les ans, de changer, mais d'aller vers des technologies plus douces qui sont réparables, qui coûtent donc moins cher aussi à l'environnement en termes de ressources. Et on a les discours autour de la collapsologie, donc ça a fait pas mal débat ces 2-3 dernières années. Ou voilà, des discours qui annoncent en fait l'effondrement de la société par soit une catastrophe, soit le modèle qui s'essouffle de lui-même, et donc et qui souhaitent plus ou moins qu'un effondrement arrive pour enfin qu'on puisse vraiment se bouger et changer notre modèle de fond en comble. Voilà, pour les créatifs culturels. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet et vous parler enfin de la spiritualité.
Mais j'ai fait ce détour pour avoir vraiment un contexte assez global comme je disais, d'où vient la spiritualité et pourquoi elle émerge dans sa forme actuelle. Donc, dans la modernité, je reviens à celle-ci, on a deux logiques qui se sont accentuées et un peu, qui se sont accentuées ces dernières décennies. On a la logique d'individualisation et la logique de la mondialisation. Donc, deux pôles qui se sont vraiment accentués au sein de la modernité et de la modernité même réflexive et qui ont permis de voir éclore un nouveau paysage religieux. Donc par rapport à la logique d'individualisation, on observe en sociologie des religions un déclin massif de l'influence englobante de la religion chrétienne. C'est-à-dire qu'avec l'avancée de la science comme quasiment la seule explication rationnelle et logique du monde, donc par l'explication des lois naturelles, par une méthode rationnelle, et ben tout d'un coup, l'explication judéo-chrétienne du monde devient un petit peu fictive. C'est-à-dire qu'on n'y croit plus vraiment, sauf éventuellement pour les croyants, les chrétiens, etc. Mais c'est-à-dire que par l'ensemble de la population, elle n'est plus effective. Donc, il y a déjà ça, ce phénomène-là qui permet de voir décliner l'adhésion aux grandes églises traditionnelles, aux grandes religions traditionnelles. Et on voit les églises désertées, l'effet des générations, du renouvellement des générations qui ne se fait pas. On a de moins en moins d'adhérents aux grandes religions traditionnelles, en tout cas au christianisme. Et on voit l'émergence d'une autre catégorie dans le paysage religieux qui s'appelle en anglais les knowns, N-O-N-E-S, qui sont les non-religieux. Alors ça, dans les nouvelles études, je rebondis sur ton annonce, Elisabeth. C'est un groupe, par exemple, qui commence à être étudié et sur lequel on porte pas mal d'intérêt, en tout cas en sociologie des religions, puisque c'est un groupe qu'on voit vraiment grossir. Et on les a appelés les non-religieux parce que dans les recensements aux États-Unis, au Canada notamment, il y a toujours une question sur à quelle appartenance, à quelle tradition religieuse appartenez-vous. Voilà, la case des non-religieux prend vraiment de l'ampleur. Donc on a un déclin de la religion chrétienne dans la société. On a aussi un pluralisme des valeurs et des croyances qui s'observe, qui est en lien notamment avec l'effet de mondialisation, où sur la scène mondiale, plusieurs traditions, plusieurs croyances, plusieurs vérités se confrontent et se rencontrent. Et on observe aussi un certain bricolage. Donc je reviendrai après sur la notion de bricolage, mais c'est-à-dire que l'individu est libre un peu de choisir de bricoler lui-même son propre système de sens. Ce qui renvoie à la notion d'autonomie du sujet et de rationalité, où l'individu peut choisir de devenir qui il veut et de faire un peu ce qu'il veut. Dans la logique de mondialisation, donc on a toute cette diversité et ce pluralisme, comme je disais, des valeurs, des croyances, des traditions qui se rencontrent, qui induisent du coup un certain relativisme général. C'est-à-dire que puisque des multitudes de multiples vérités se rencontrent, finalement, quelle est la plus vraie? Donc ça, c'est aussi une remise en question, une relativisation de la vérité avec un grand V. Donc au final, qui détient la vérité? Eh ben, la réponse, en tout cas chez les spirituels, ou chez les individus aujourd'hui de manière générale, c'est l'individu lui-même. Puisqu'il est confronté à toute cette diversité, ce pluralisme, c'est à lui d'aller chercher sa propre vérité. Et l'autorité, de ce fait, est constamment remise en question. On le voit, là je parle du paysage religieux, mais on le voit aujourd'hui d'un point de vue politique. C'est assez parlant. Et il y a une dissémination des croyances et pratiques, donc sur l'ensemble de la planète. Ce qui donne, notamment avec ce déclin de l'appartenance à la religion traditionnelle, l'émergence d'une spiritualité qui se définit finalement pas anti-religieuse, mais en tout cas qui se définit
ne se définit pas comme religieuse. Là, je vais vous parler, moi, ce qui m'a intéressée davantage, c'était la spiritualité non religieuse, parce que la spiritualité, évidemment, existe au sein de chaque tradition religieuse. Mais la spiritualité en Occident, telle qu'on l'entend souvent, c'est qu'elle se définit comme n'étant pas religieuse. Donc souvent, d'ailleurs, les gens, quand on leur demande en quoi ils croient, ils vont dire bah, moi, je suis spirituel, mais pas religieux. En anglais, on les a appelés les SBNR, donc les Spiritual but not religious. Donc il y a vraiment cette distinction entre religion et spiritualité. Et d'ailleurs, dans les analyses avec les personnes que j'ai interrogées, la spiritualité se voulait ouverte, inclusive, créative, etc., alors que la religion était vue comme fermée, exclusive, dogmatique, autoritaire. Donc ça, c'est assez intéressant dans les discours de comprendre comment les deux s'articulent. Et donc cette spiritualité, elle s'est affranchie finalement du cadre institutionnel religieux. On n'a plus aujourd'hui besoin de ce cadre-là, de ce dogme-là, pour définir sa propre spiritualité. Il y a encore une fois, et ça c'est très moderne encore une fois, une valorisation de l'autonomie individuelle qui va se définir par la valorisation de l'expérience individuelle plutôt que sur une autorité, notamment scripturale, où voilà, l'expérience prévaut sur la croyance notamment. C'est l'expérience qui structure la croyance et non plus l'inverse. Ensuite, cette spiritualité, elle est effectivement caractérisée par un bricolage. Donc encore une fois, par cet intérêt multiple pour des croyances, des traditions, pour des textes, pour des messages, pour des vérités, ce que vous voulez, issus de différentes traditions et différents ancrages. Et c'est ce qui a été assez critiqué, en tout cas jugé plus ou moins péjorativement par les sociologues des religions dans les années 80-90 quand ils étudiaient la mouvance du Nouvel Âge, le New Age. Ils voyaient ça comme, voilà, on décontextualise, on s'autorise à aller prendre des éléments décontextualisés de ces traditions et en plus en se réclamant anti-religieux. Donc il y avait une sorte de voilà, de questionnement en tout cas sur est-ce que c'est pas un peu on pioche à droite à gauche et finalement ça manque de cohérence, mais pas forcément chez les spirituels, en tout cas que j'ai interrogé, pas forcément. Et d'ailleurs, c'est aussi, voilà, il y a beaucoup d'études, comme je vous le disais, qui parlent de ce narcissisme de l'individu moderne spirituel. Et il n'y en a pas beaucoup qui montrent qu'au contraire, il y a une autre vision, une autre conception de la spiritualité comme itinéraire cohérent, comme recherche profonde d'une vérité enfouie en soi. Et il y a une étude notamment française en plus qui est intéressante sur le sujet et qui a été publiée, qui est assez récente, qui a été publiée en 2015. Avec Elisabeth, on en avait parlé quelques fois, qui s'appelle Les nouveaux aventuriers de la spiritualité, qui a été dirigée par Jean-François Barbier-Bouvet, et qui montre qu'au contraire, c'est vraiment une recherche cohérente de sens, et que oui, les individus bricolent un petit peu, mais c'est toujours dans une volonté voilà, d'avoir une vision en tout cas plus riche, plus créative, plus nuancée aussi des fois de cette même recherche intérieure. Et c'est pour ça que plutôt que de parler de bricolage, je préfère parler d'un kaléidoscope. D'où le titre, c'est parce que voilà, on a beau avoir plusieurs éléments de traditions différentes, mais ça vient toujours en fait donner sens à son propre vécu et à sa propre perception du monde. C'est aussi donc centré évidemment sur l'être humain. La spiritualité, c'est également une vision holistique, globale, moniste presque de l'univers. Et la spiritualité, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de mythe collectif qui permet d'expliquer de façon homogène et une vision du monde, la spiritualité aujourd'hui, elle peut être perçue voilà, comme une nouvelle grille de lecture morale aussi,
où chacun fait un petit peu sa tambouille, mais qui permet de donner un sens à l'existence et d'agir aussi sur son environnement, de raconter à la fois sa propre existence et de se situer dans une histoire commune. Donc il y a plusieurs nouveaux lieux d'inscription pour cette spiritualité. On la voit dans des discours, elle se caractérise aussi par des discours gnostiques et ésotériques, comme la connaissance directe de la vérité, par le discours psychologique, où on va chercher l'accomplissement, l'expansion de soi, par exemple, le discours sociopolitique. On voit très bien dans les discours aujourd'hui écologistes qu'il y a une recherche quand même spirituelle. Le discours scientifique, qui vient souvent donner raison aux spirituels sur des... Par exemple, aujourd'hui, on va dire que le bouddhisme avait annoncé des milliers d'années auparavant certaines vérités qu'aujourd'hui la science peut prouver. Voilà, donc le discours scientifique vient un peu légitimer la spiritualité sur certains points, et le discours philosophique. Donc j'en dis pas plus pour le moment, parce que je vais les creuser ensuite dans les 3 typologies de la spiritualité que je vous présenterai à la fin. Quelques petites croyances communes qu'on observe dans cette spiritualité qui est un peu éclectique, qui est un peu kaléidoscopique. On a d'abord, comme je disais, tous les spirituels que j'ai interviewés, ils ont tous ce rejet du dogme, ce rejet de l'autorité, puisque l'expérience personnelle individuelle donne en fait, permet de légitimer sa propre vérité. Et il y a surtout la croyance que la spiritualité, finalement, c'est le vrai message que toutes les religions ont, mais qui ont pris des tonalités différentes selon les cultures dans lesquelles elles se sont inscrites. Donc ça vient du pérennialisme, où voilà, la vérité originelle est enfouie et gardée secrète et se passe de génération en génération. Et la spiritualité aujourd'hui vient redécouvrir ce message originel, cette vérité cachée et enfouie. Et ensuite, si vous êtes vous-même spirituel, ou si vous avez des amis, des connaissances spirituelles, souvent dans les discours, on observe 3 grands décors, si vous voulez, qui se répètent un petit peu, même quand vous lisez des articles dans des magazines un peu lifestyle, je ne sais pas, Happiness ou des psychologies magazines, etc. On voit souvent en fait des messages qui sont assez répétitifs et le premier, on a d'abord ce que Raphaël Liogier, un sociologue des religions français, a nommé l'hyper-tradition, c'est-à-dire que la spiritualité va mettre en lumière une tradition plus que traditionnelle, mais perdue, c'est-à-dire qui aplanit toute différence entre les différentes religions. Donc le chamanisme aujourd'hui est une tradition plus que traditionnelle, donc une hyper-tradition. Donc elle est la plus à même finalement de nous donner des clés pour comprendre et pour pratiquer notre spiritualité aujourd'hui. On a l'hyperscience, donc une science plus que scientifique qui redécouvre, comme je disais, les vérités de la tradition perdue. C'est-à-dire que ce n'est plus une science qui est incompatible avec la religion, mais qui cherche au contraire à expliquer des vérités spirituelles. Et ça, c'est assez nouveau dans la spiritualité, puisqu'avant, c'est vrai qu'il y avait une confrontation un petit peu entre science et religion au début de la modernité. Aujourd'hui, la science vient vraiment légitimer la spiritualité, et il y a une vraie revalorisation et réconciliation entre les deux. L'astrophysique de Hubert Reeves ou de Trinh Xuan Tuan, je ne suis pas sûre de prononcer très bien son nom, ou la physique quantique relève par exemple de l'hyperscience, puisqu'il y a une affinité avec la spiritualité contemporaine. Et enfin, on a l'hypernature, c'est-à-dire une nature plus que naturelle, qui confère à la science et aux religions un gage d'authenticité, tant que ces dernières, donc l'hypertradition et l'hyperscience, sont connectées à la nature et sont connectées à la nature. En fait, la nature, dans ce discours spirituel, est le point de focalisation un petit peu. Si vous voulez, aujourd'hui, la spiritualité est viable que si elle explique quelque chose aussi sur la nature.
Donc, chez les spirituels que j'ai interrogés, effectivement, dans ce kaléidoscope, j'ai essayé de le creuser un petit peu plus, de le comprendre un peu plus. Ce qu'on voyait, effectivement, c'est une certaine flexibilité des croyances et des pratiques. Où voilà, oui, les gens sont assez libres et autonomes dans leur sélection. Ils vont recourir à un certain ensemble d'outils. Donc, j'en ai identifié quelques-uns. Il y a les outils projectifs, notamment comme le tarot, l'astrologie, qui vont permettre une meilleure connaissance de soi-même. Des outils d'exploration et de connaissance de soi, comme la psychologie, le yoga, le chant, les drogues aussi. J'en avais quelques-uns, j'en avais deux, trois qui avaient déjà utilisé notamment, et ça permettait d'avoir des outils assez rapides d'exploration de soi. Des outils thérapeutiques comme la méditation, les thérapies psychocorporelles comme, je sais pas, la sophrologie, etc., qui permettent d'avoir une dimension sur la santé, où c'est assez important cette préoccupation pour la santé dans la spiritualité. Et des outils de connexion comme voilà, le yoga, le tai chi, la méditation, la marche en forêt, la prière, l'écriture aussi. Donc ça prend diverses formes dans ces pratiques. Et ce sont souvent en fait des pratiques qui sont plutôt conçues comme des rituels de présence à soi. Donc tous ces outils permettent d'avoir des moments privilégiés où on se reconnecte à soi-même et on est dans la pleine présence de soi. Et ça passe à la fois par un travail sur le corps, donc notamment toutes ces thérapies psychocorporelles ou ces disciplines comme le yoga, le tai chi, un travail aussi sur les émotions, et c'est inscrit au quotidien. Ce sont des rituels assez quotidiens et réguliers. Et en ce sens, la spiritualité, qui connecte à la fois le soi, à la fois l'altérité et à la fois l'environnement, la nature, elle devient une vraie écosophie, c'est-à-dire une sagesse de l'habitation commune, où ce triple lien euh, qui s'appelle l'unicité permet d'engendrer en fait une totalité, un individu holistique qui prend en compte toutes ces différentes parties pour finalement mieux guider ses actions. C'est pour ça que la spiritualité, si je devais la définir en quelques mots, je pense que c'est tellement disparate avec tous ces individus qui font des choses différentes et qui croient à des choses différentes aussi. Mais le principe directeur et unificateur, ce serait vraiment que la spiritualité, c'est une philosophie de vie qui permet de réfléchir sur soi-même, sur ses actions, et donc d'être considéré comme une éthique qui guide le quotidien des individus et qui leur permettent de s'engager dans certains points de vue. Voilà, donc là je vais attaquer la dernière partie. Alors en sociologie des religions, en sociologie même tout court, ou en anthropologie aussi, on aime bien faire des catégories. Donc c'est vrai que pour comprendre le réel est tellement dense et tellement complexe que donner des catégories, mettre des noms sur des choses, c'est à la fois réducteur, ça c'est un biais qu'on connaît bien, mais qui permet quand même de poser des clés et des termes clés et de simplifier un petit peu la complexité de toutes ces dimensions. Donc c'est vrai que pour définir la spiritualité contemporaine, la spiritualité non religieuse, plusieurs sociologues effectivement se sont penchés sur la question et ils sont venus à présenter des typologies, des catégories. Donc je vais en présenter trois. Les deux premières ont été proposées par deux sociologues françaises, notamment je me suis appuyée plutôt sur la sociologie française. Et la dernière, je l'ai proposée dans mon travail parce que je trouvais que, voilà, je vous en parlerai après, mais qu'il y avait un manque de terminologie par rapport à ce type de spiritualité-là. Donc la première spiritualité, c'est celle qui a été nommée par Françoise Champion, qui est la nébuleuse mystique ésotérique. Alors, tout d'abord, un petit mot sur le terme nébuleuse. Le terme nébuleuse, ça renvoie à un ensemble hétérogène de groupes, voire de réseaux lâches sans limite.
Et ça définit assez bien, c'est un terme, outil qui est assez pratique pour définir la spiritualité aujourd'hui, parce que ce qu'on voit en fait, c'est que contrairement à la religion traditionnelle, qui était organisée quand même d'une façon assez ordonnée, euh, avec voilà, autour de ce que eux appellent le dogme notamment, avec une organisation bien ciblée. La spiritualité contemporaine, elle est vraiment caractérisée par des réseaux très 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 lâches, des contours très flous. Il n'y a plus d'organisation réelle, il n'y a plus d'autorité non plus, il n'y a plus de leadership. Personne ne se réclame être détenteur d'une vérité plus qu'un autre. Et donc, la nébuleuse, pour ça, c'est assez pratique. Euh, voilà, on comprend qu'il y a certaines typologies, certains types de spiritualité qui se ressemblent sur certains noms, mais c'est pas une organisation définie. Donc dans la nébuleuse mystique ésotérique, en fait, ça vient définir et refléter la spiritualité dans les années 70 à 90 à peu près, ce qu'on a appelé le New Age. Donc Françoise Champion, à l'époque, elle observait effectivement des choses dans des ateliers, des festivals, etc. Mais c'était vraiment, elle a défini le paysage religieux de ces années-là, qui était la mouvance du Nouvel Âge. Donc pendant ces années, ce que tu disais, Elisabeth, tout à l'heure, toutes ces théories sur l'individu narcissique et sur les théories du bricolage et du marché spirituel ont éclaté pour définir, pour représenter, pour clarifier cette période du New Age. Donc ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une centralité donnée à l'expérientiel. C'est à chacun de trouver sa voie. Et l'expérience, elle est avant tout ressentie, ce que je disais, dans le corps. C'est une expérience corporelle avec des ressentis, pas que, mais surtout physiques. Donc il y a aussi une différenciation peut-être avec les religions plus traditionnelles où on va davantage valoriser aussi la réflexion par l'esprit. Donc là, c'est vraiment un ancrage dans le corps. L'objectif dans cette nébuleuse mystique ésotérique, ça va être la transformation de soi par des techniques psychocorporelles, voire aussi ésotériques. Ce qu'on a appelé, ce que Françoise Champion a dénommé une voie du salut mystique. C'est-à-dire que le salut découle d'un certain état d'être qui est l'expansion de soi, l'état de transcendance du soi. Donc, par cette recherche-là, c'est vrai que je donne un petit peu voilà, je vais un peu au centre, au cœur de la nébuleuse mystique ésotérique. Donc, effectivement, il y a d'autres choses qui se sont passées, mais je vais un peu à l'essentiel. C'est-à-dire que dans cette nébuleuse mystique ésotérique, l'importance des réalités non ordinaires, de l'importance de convoquer des entités intangibles comme l'énergie, l'univers vibratoire, le soi avec un grand S, etc. C'est des recherches qui sont assez constantes et importantes pour ce type de spiritualité-là et qui vont favoriser donc cet état d'expansion de l'être, de transcender l'être. On observe aussi des pratiques de type magique, donc de type aussi ésotérique. Et il y a parfois voilà, une certaine justification par la science, ou plutôt par les parasciences. La focalisation de cette spiritualité, c'est un dialogue avec un certain au-delà. Voilà, je disais l'expansion du soi avec des entités, par exemple les anges, l'énergie, ce que je disais, les vibrations. Il y a une certaine, quand même, on garde une certaine notion de verticalité, où on va chercher l'expansion par le haut. Donc la sémantique, oui, magico-religieuse est toujours présente. Le culte de l'énergie, on a beaucoup parlé en sociologie de culte de l'énergie. On la trouve plutôt dans ce type de spiritualité-là. Et les individus qui appartiennent à ce type de spiritualité-là, c'est plutôt les individus issus de la génération du baby-boom, c'est-à-dire les individus nés entre 1946 et 1964. Alors, ça ne veut pas dire que les baby-boomers on les retrouve seulement dans ce type de spiritualité-là, mais c'est majoritairement eux qui ont vécu le New Age dans leur quarantaine, par exemple,
trentaine, quarantaine, qui vont expérimenter ce type de spiritualité. Ensuite, la deuxième typologie, c'est la nébuleuse psycho-philo-spirituelle. Donc c'est un petit peu long. Ça a été proposé par Nadia Garnoussi en 2007, qui est une sociologue aussi française, et qui, elle, décrit le paysage religieux des années 90, c'est-à-dire à partir des années 90, donc post-New Age. Et en fait, ce qu'on observe, c'est un processus de rationalisation. Donc, par rapport à la sémantique, au vocabulaire un peu magique de l'expansion de soi, etc., de transcendance de la première typologie, à partir des années 90, on cherche davantage à rationaliser la spiritualité. Donc, on va la vider un peu de ce contenu magique, d'énergie, etc. Et on va se focaliser sur comment avoir une vie bonne, comment être en harmonie avec soi et avec les autres. Et ça va passer par l'apprentissage d'une philosophie pratique. Au même titre que la religion ou la spiritualité s'est affranchie de son cadre des institutions religieuses, à partir des années 90, la philosophie s'est affranchie de l'institution académique et est venue intéresser le plus large public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parmi les best-sellers en France et dans le monde, en tout cas en Occident, on a plein d'ouvrages philosophiques pratiques sur comment développer une certaine sagesse, une éthique de la vie bonne. Donc voilà, tous ces ouvrages, je ne sais pas, vous connaissez Fabrice Midal sans doute sur la méditation. Bon, ça, c'est pas philosophique, mais Michel Onfray notamment. Voilà, il y a plein d'auteurs un peu à succès qui viennent de la philosophie et qui plaisent au grand public, qui lui-même s'intéresse finalement à ces questions-là. Donc c'est une philosophie qui est assez psychologisée, voilà, qui va permettre de faire un travail sur soi, sur ses émotions aussi, sur comment conduire en fait une vie meilleure. Ça permet aussi de se réconcilier avec un certain matérialisme dans une pratique qui permet de se reconnecter au moment présent. D'où aussi c'est tout cet intérêt autour de la méditation, qui est un peu évidé justement de son contenu traditionnel oriental, notamment, voilà, ça peut être bouddhiste, etc., pour s'adapter au monde occidental et aux préoccupations et modes de pensée occidentaux. Donc c'est une spiritualité qui est plutôt inclusive, qui peut rassembler autant des spirituels mais pas religieux que des athées, des humanistes, des laïcs. C'est vrai que voilà, faire un travail sur ses émotions, tout le monde peut le faire, même un athée, je veux dire, il n'a pas besoin de croire en une certaine totalité, un univers vibrant, énergétique, etc., pour s'intéresser à ce type de spiritualité. Et les techniques voilà, dans cette spiritualité, c'est surtout des techniques d'introspection qui relèvent principalement du domaine thérapeutique, comme la programmation neurolinguistique, la sophrologie, l'hypnose, la relation d'aide aussi. Au Québec, on parle beaucoup de relation d'aide, la psychologie positive, donc beaucoup des courants qui viennent aussi des États-Unis, qui ont eux-mêmes pris des traditions orientales et voilà, qui ont refait un peu à leur sauce occidentale. Donc c'est vraiment une focalisation sur le bien-être et l'être bien. C'est comment être bien dans sa vie et faire du bien. Là, c'est plutôt, on va pas parler d'énergie, on va parler de conscience. Au niveau scientifique, ce qui vient un peu légitimer ce type de spiritualité, ça va être la neuropsychologie, la neurologie. Voilà, par l'étude du cerveau, on arrive à faire un discours, en fait, ça vient légitimer certaines croyances, certaines pratiques spirituelles qui appartiennent à cette nébuleuse-là. C'est représenté davantage par la génération X, donc les enfants des baby boomers, les individus nés entre 1965 et 1980, et qui avaient, pour certains d'entre eux, vraiment une volonté d'être un peu plus rationnels, un peu plus scientifiques que leurs parents, peut-être, qui étaient dans la génération plus New Age. La dernière typologie,
Je trouvais que chez mes participants, euh, il y avait quand même pas mal de jeunes et des moins jeunes, mais surtout des jeunes qui s'intéressaient, qui avaient une spiritualité plus tournée vers la nature, vers l'écologie. Et il y avait un manque dans la littérature scientifique sur ce type de spiritualité-là. Il y en a davantage chez les anglo-saxons. C'est un peu plus démocratisé dans les pays anglo-saxons qu'en France. En France, c'est encore un peu tabou les études sur la spiritualité. Et du coup, j'ai proposé un terme qui s'appelle la conscience humano-éthique. Donc, je vais décrire tout ça. Si vous voulez résumer, je pense que ça appartient à une éco-spiritualité ou une spiritualité écologique. Éco-spiritualité, c'est peut-être plus parlant. Euh, et donc, voilà, c'était plutôt des individus issus des générations Y et Z, donc les individus nés entre 1981 et les années 2000, qui vont avoir cette approche beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide vers cette spiritualité-là. Donc là, le point de focalisation, c'est effectivement autour de la nature, de l'interconnexion au vivant, à la nature, et c'est une nature qui est réenchantée. Donc là, on arrive au réenchantement du monde. C'est une nature qui est resacralisée, mais non pas finalement parce qu'elle a quelque chose de magique ou de... Voilà, on ne croit pas forcément aux farfadets et autres elfes dans la nature, mais c'est vraiment une nature qui est resacralisée parce qu'elle est seulement, parce qu'elle existe et parce qu'elle est vivante. Donc le lien, le point de focalisation de cette spiritualité et peut-être de ce tournant dans le paysage religieux, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience de la fragilité du vivant et on doit le protéger et que en cela, en fait, le vivant est beau tout simplement et la nature est belle parce qu'elle abrite, parce qu'elle est ce vivant. Du coup, il y a une application au quotidien des croyances et des évidences qui résultent des expériences spirituelles que les individus peuvent avoir. Ça peut être voilà, par différentes techniques, ça peut être très bien par la méditation, par des prises de conscience à l'issue, je ne sais pas, d'un documentaire ou n'importe, mais en tout cas, une mise en application au quotidien de toutes ces évidences-là. C'est-à-dire que si tout le vivant autour de nous est sacré, alors il faut le respecter et assurer sa pérennité. Donc, pour faire cela, on observe des nouveaux rituels qui se mettent en place, qui sont issus, alors les plus observables, et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. On voit une résurgence du paganisme qu'on a appelé le néopaganisme, puisque on ne revient pas à un paganisme pré-chrétien, c'est un paganisme du XXIe siècle, et qui valorise des instances beaucoup plus matérielles que le New Age, par exemple, comme les cycles naturels, les cycles saisonniers, la Terre, soit la Terre seulement, soit la Terre-mère, l'hypothèse Gaïa, où voilà, la Terre est conçue comme un organisme vivant et donc sacré. Il y a vraiment cette sacralisation de la nature vivante dont l'être humain fait absolument partie. Donc on revient à ces trois dimensions entre soi, l'autre et la nature qui forment un tout et qui forment un individu global et unifié. Et les nouveaux rituels néo-païens, on va dire ça comme ça, voilà, par exemple, en ce moment, ce qui est un peu à la mode, c'est de célébrer des fêtes issues du calendrier pré-chrétien, donc par exemple, et qui tournent, voilà, qui célèbrent en fait le cycle un peu solilunaire et les grandes fêtes naturelles saisonnières comme Samhain entre le 31 et le 1er octobre, donc la fête des morts comme on l'appelle, mais aussi le passage vers le déclin de la lumière. Ensuite, Yule le 21 décembre, donc c'est le solstice d'hiver où là, c'est la résurgence, la victoire de la lumière sur l'obscurité. Voilà, Beltane, je crois que c'est la pleine lune du mois de mai,
qui célèbre aussi le début de l'été, qui marquait le début de l'été dans le calendrier pré-chrétien. Et ce sont des fêtes aujourd'hui qui sont recélébrées, autant en lieu physique ou aussi par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est intéressant. On n'est plus obligé d'être les uns à côté des autres pour célébrer collectivement ces nouveaux rituels. Il suffit de se connecter, voilà, comme par exemple sur Zoom, sur Instagram, pour célébrer ensemble ce genre de choses. Et ça lie les cycles naturels à des expériences archétypales profondément humaines, comme mort, voilà, la lumière, c'est la renaissance. Voilà, tous les grands thèmes existentiels, en fait, sont revisités par ces rituels-là, ces nouveaux rituels-là. Aussi, c'est ce qu'on observe au sein de ce néopaganisme. Alors, les spirituels n'ont pas forcément nommé eux-mêmes ces termes comme néopaganisme, comme animisme, etc. C'est plutôt des chercheurs qui doivent nommer des choses telles qu'ils les voient, donc ils posent des termes dessus, mais c'est pas forcément à la conscience de ces individus-là. On observe beaucoup d'écoféministes au sein de ce type de spiritualité. Donc les écoféministes qui ont, elles aussi, forcément un regard critique sur la société, sur le système actuel, et qui vont, elles, en fait, mettre en relation, qui vont comparer l'exploitation de la nature, des ressources naturelles, par l'homme, par le patriarcat, comme les hommes ont exploité finalement les femmes aussi. Donc elles mettent en parallèle femmes et nature, et elles seraient les plus à même à resacraliser, à refaire le lien à la nature et à l'environnement. Et chez les femmes notamment, c'est vrai que c'est assez visible, peut-être parce que moi-même je suis une femme et donc j'ai plus accès à ce genre d'événements-là, mais on observe beaucoup de rituels autour des cycles solilunaires, donc nouvelle lune, pleine lune, qui sont affiliés notamment au cycle menstruel féminin. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui se créent, soit en petits groupes, ou les cercles de femmes, les tentes rouges, ou bien sinon un peu plus mixte pour des méditations pour la Terre. Justement, je sais qu'au Forum 104, vous en avez proposé une, je crois, récemment. Récemment, on avait Samhain, par exemple, la fête de Samhain. Là, ça peut être très bien, ça peut être des célébrations mixtes, sorciers comme sorcières. Il y a eu beaucoup de publications récentes sur les sorcières. Et ça vient un petit peu donner une typologie aussi des individus qui appartiennent à ce type de spiritualité-là. Donc avec un discours assez anti-hégémonique, assez critique, politique, et en même temps très spirituel, puisqu'il y a une vraie recherche une vraie volonté d'activer en soi son propre pouvoir. C'est en ça qu'on parle des sorcières aujourd'hui. En anglais, il y a un terme qui s'appelle empowerment. On pourrait le traduire par empourvoiement, où on cherche à activer ce pouvoir de soi, d'agir en fait sur le collectif et sur soi-même. Et la répétition et la régularité de ces rituels, puisque des équinoxes, des solstices et des pleines lunes et des nouvelles lunes, il y en a vraiment très régulièrement, ça donne un peu la sensation de participer non seulement à une communauté humaine, lors des méditations pour la Terre ou chez les écoféministes des méditations de l'utérus et compagnie, mais également à une totalité lumineuse qui est un peu divine, voilà, cette terre, cette habitation commune qui est si précieuse et qu'on doit chérir et protéger. Et ce va-et-vient finalement entre les expériences individuelles et collectives, entre par exemple, je fais moi-même mes rituels chez moi seule, mais je participe aussi à des rituels collectifs, que ce soit, comme je disais, en présentiel ou bien sur des réseaux sociaux. Ça permet également de remettre du lien, de refaire lien dans ce tissu social déchiré, fatigué et un peu en danger, quoi, de remettre du lien aussi à ce niveau-là. Et on n'a plus besoin finalement de physicalité presque. On peut faire ça en virtuel. Autre chose aussi par rapport à ce type de spiritualité, c'est que le corps, encore une fois, le corps est très important. Mais là aussi, on observe un phénomène de rationalisation. C'est-à-dire que
l'expérience spirituelle, elle se fait non seulement au quotidien, mais elle se fait surtout dans le corps. Et en fait, au lieu d'avoir des expériences, de vivre des expériences de transcendance et d'expansion de soi, dans ce type de spiritualité, dans le corps se vivent vraiment des grands moments de joie intense, et c'est-à-dire que ce sont des instants de grande présence. Et là, on n'est plus dans une sémantique, dans un vocabulaire magique, un peu ésotérique, on est vraiment dans un vocabulaire presque matérialiste, en tout cas assez rationnel, où on est capable de vivre, je ne sais pas, ça peut être par la danse, par la méditation, par ce que vous voulez, des grands moments de grande présence. Voilà, et ça se passe surtout au niveau du corps. Et le corps qui renvoie finalement à, à cette notion de la terre qui nous accueille, qui nous abrite, et avec ce parallèle entre macrocosme et microcosme. Voilà. Alors j'ai une petite phrase pour conclure d'une participante que j'ai rebaptisée Millie, puisqu'ils ont tous des pseudonymes pour conserver leur anonymat, et qui pour moi voilà, concluait bien ce qu'est finalement une spiritualité, une éco-spiritualité, une conscience humano-éthique. Euh, et elle dit, ce serait une société où les gens sont responsabilisés et pratiquent le fait d'être en alignement avec leurs valeurs et réalisent leur interconnexion. Ce terme est vraiment important, interconnexion, les uns avec les autres et avec leur environnement. Donc toujours dans ce respect, ce triple respect de soi, de l'autre et de l'environnement, de la nature. Donc je trouve que ça résumait bien ce besoin de remettre du lien, effectivement, comme dit Abdenour Bidar, d'être en interconnexion les uns avec les autres et de faire vibrer le plus possible, même si ces liens sont invisibles, pour tenter voilà, d'avoir une meilleure perspective pour l'avenir et d'agir vraiment concrètement dessus. Voilà, merci beaucoup.